Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Bon, Rémi, je sais pas du tout comment commencer cet épisode. D'habitude, je dis bonjour et on le lance. Là, c'est un épisode un peu particulier. Normalement, les gens le verront dans le nom de l'épisode, mais aujourd'hui, en fait, on fête quelque chose, toi et moi. On fête le 50e épisode du podcast. Et donc, pour la petite histoire, l'idée, c'était qu'au départ, je te reçoive dans le podcast. C'était une envie. Tu m'as dit que tu ne voulais pas participer parce que tu penses avoir déjà dit suffisamment de choses dans suffisamment de conférences. Je me souviens de l'époque, il y a très longtemps, quand j'ai voulu te recevoir la première fois dans le podcast, tu m'avais renvoyé vers Nicolas Duval. À l'époque, le podcast avait un autre nom. Et tu es quand même venu avec Tristan pour parler de ton livre Discovery Discipline. Et donc, quand je t'ai redemandé de venir, tu m'as dit non, mais cette fois-ci, je t'ai dit ok, faisons un exercice alors. C'est toi qui vas devenir le présentateur de l'émission et c'est moi qui vais répondre aux questions. L'idée, c'est pas de te taper un ego trip, hein, c'est juste parce qu'il y a pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui m'ont posé la question de savoir qui je suis, d'où je viens, pourquoi je pose des questions aux gens. Et donc, je me suis dit, plutôt que de répondre à ces questions-là de manière bête et méchante, je me suis dit, viens, tu as accepté de venir et donc je te remercie. Et à partir de maintenant, c'est toi qui gères l'émission. Très bien, c'est parti. Avant qu'on démarre, il faut que je te raconte comment est-ce que j'ai préparé cette interview, parce qu'il y avait un peu de pression, parce que moi, j'anime pas de podcast, etc. Et en fait, il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, j'étais en train de complètement me planter dans mes études, parce que j'avais une passion pour le rap qui dévorait tout. Et cette passion, elle prenait tellement de place que, alors je me suis pas mis au rap moi-même, mais par contre, à l'époque, je contribuais à un magazine en ligne, qui existe toujours, qui s'appelle l'ABCDR du son, qui est un peu une référence pour les geeks de rap, etc. Et donc j'ai fait beaucoup d'interviews à cette époque-là. Et au départ, la manière dont je préparais mes interviews, c'était je me documentais de fou pour avoir les meilleures questions. Et il y avait plein de moments où ça marchait extrêmement bien, etc. Mais en fait, je me rendais compte que des fois, la question que je voulais absolument poser, en fait, la réponse derrière n'était pas très intéressante. Mais moi, j'étais tellement obsédé par ça que j'essayais de la reposer. Ou alors, des fois, en fait, que le détail qui tuait tout, en fait, il venait d'une question complètement anodine ou c'était le fait de rebondir sur un truc, etc. Et donc, plus le temps a passé, plus je me suis rendu compte que la partie documentation, préparation de l'interview, elle était moins importante que une écoute très profonde pendant la discussion. Et donc, je me suis dit, après avoir commencé un peu à creuser, c'était quoi les bonnes questions, je me suis dit, en fait, on va essayer ensemble une interview où j'ai peu de questions, j'en ai quelques-unes dans ma tête, mais peu. Et par contre, je vais avoir une écoute particulièrement attentive à ce que tu me dis et les questions, elles vont venir de ça. Voilà. Et là, le parallèle qu'il y a avec le sujet du podcast, c'est que en termes de technique d'interview, de discovery, il y a sûrement des ponts à faire en termes de comment est-ce qu'on peut mener un entretien de discovery, par exemple. Ça veut dire que tu vas me mettre la pression pour les épisodes d'après, puisqu'en fait, moi, c'est comme ça que je travaille. Généralement, je me documente sur les gens, sur leur vie, et en fait je me retrouve dans ce que tu dis, le fait de poser la bonne question, ça j'ai arrêté depuis longtemps, mais le fait de te rendre compte que la réponse amène une nouvelle question. Je suis peut-être en train de te casser ton truc. Pas du tout, absolument pas, c'est le cœur du truc. C'est un truc que j'ai remarqué, c'est que, enfin peut-être pour les gens qui écoutent, le podcast n'est jamais préparé en avance. Bon, alors là encore pire, puisque du coup je sais pas du tout dans quel sens ça va partir, mais généralement moi j'ai une trame, et j'ai des questions. Et après, si on n'y répond pas, c'est pas grave. Et si on répond à d'autres questions, c'est pas grave. Donc en fait, les invités ne savent jamais de quoi on va parler. Bon, généralement, on parle de leur vie et de leur travail, hein, c'est mieux. Mais du coup, c'est ça. Mais du coup, je sais pas du tout. Donc on va partir. Je te redonne la main. Mais écoute, moi non plus. Et on va simplement commencer par une question simple. C'est d'où viens-tu ? Géographiquement ou dans la vie ou c'est à moi de... Ok. Je viens des Vosges. J'ai grandi là-bas, j'ai passé, je pense,
si je dis pas de bêtises, 17 ans dans les Vosges. J'ai grandi là-bas, dans une petite ville qui s'appelle Mirecourt, que personne ne doit connaître, mais pourtant c'est la capitale mondiale du violon. Voilà. Il y a le plus gros violoncelle du monde là-bas. Voilà. J'ai fait mes études là-bas jusqu'au lycée. Et après, je suis parti faire mes études. Une classe prépa, une école de commerce. Et voilà. Très clair. Alors, deuxième question qui est directement qui découle de ça, c'est et aujourd'hui, tu es qui? Je suis qui? Alors, je suis Gauthier Zimmermann. Pour les gens qui écoutent le podcast, normalement, je suis l'animateur de ce podcast. J'ai 29 ans, bientôt 30. Et je suis product designer depuis 3 ans. Voilà. En gros. Si on fait juste le pont entre d'où tu viens et ce que je suis, c'est quoi l'événement marquant? Est-ce qu'il y a un moment particulier où il y a quelque chose qui se passe qui fait que la trajectoire elle t'emmène là où tu es aujourd'hui? Je me suis posé la question puisqu'en fait la première question que je pose à chaque fois c'est comment t'en es venu à faire du design, et donc forcément je l'ai préparée celle-là, c'est pas une surprise. Et pour répondre à ta question, non, il n'y a pas un événement. En fait, je pense que c'est une série d'événements. Si on revient du coup à là où j'ai grandi, depuis tout petit en fait, j'ai suivi des cours d'art plastique. D'abord, ma mère m'a inscrit à des cours d'art plastique à la bibliothèque municipale. Donc j'ai commencé comme ça. Ensuite, ma grand-mère m'a inscrit à des cours d'art appliqué plastique, enfin bref, de quoi m'occuper le mercredi, où c'était avec une artiste, donc c'était vraiment apprendre les proportions du corps, etc. Vraiment ça. Et une fois arrivé au collège, lycée, j'ai dû arrêter ça. Mais en même temps, j'ai continué l'art plastique du coup au collège, et au lycée, j'ai pris l'option art plastique. Donc j'ai fait un bac scientifique, option art plastique à côté. Donc j'ai fait de l'art plastique jusqu'à la fin de mes études dans le secondaire. Et à côté de ça, comme je pense beaucoup de ma génération, on a découvert Photoshop, craqué, et donc j'ai commencé à utiliser ça, à utiliser Photoshop pour faire des montages comme à peu près tous les invités que j'ai eus de ma génération. Et en fait, moi ce que je voulais faire, c'était des études de graphiste. Et par contre, je peux t'expliquer pourquoi j'en ai pas fait. Ça, là, il y a un événement marquant, c'est que en 4e, 3e, quand tu bosses, enfin quand t'as des cours de technologie, tu devais créer ton site internet sur le métier que tu voulais faire. Et moi, j'ai fait un site internet sur le métier de graphiste. Et là, ma prof m'a dit, arrête tout de suite, il y a aucun débouché. Très visionnaire cette prof. Mais à l'époque, en fait, elle avait raison. À l'époque, internet, c'était que des sites. Il n'y avait pas eu le boom de l'iPhone, etc. Donc, je fais mes études en me disant au final je vais essayer de me réorienter dans le développement web, dans le développement de jeux vidéo d'ailleurs. À l'époque c'était mon truc. J'étais pris dans une école et en fait à la dernière minute on m'a dit vas-y, pars en prépa, t'as le niveau, fais-le. Et en fait comme j'ai 1 an d'avance, je me suis dit tu sais quoi, au pire c'est quoi 1 an, j'y vais. Je fais la prépa, une prépa école de commerce, parce que je voulais rester dans un truc très généraliste, parce que je savais pas du tout où je voulais aller. Et en fait, je fais ces 2 années qui se passent plutôt bien. Je rencontre plein de potes que j'ai encore aujourd'hui, on rigole bien, voilà. Et puis en fait, je vais en école de commerce. Au départ, je voulais passer des concours pour aller dans une école qui faisait un cursus avec l'école des beaux-arts, que je n'ai pas eu. Donc du coup, je suis allé dans une autre école. Et en fait, à partir de là, je me suis réorienté dans le marketing et la communication digitale. Et j'ai fini par me rendre compte que c'était pas trop non plus ce qui me plaisait. Surtout après une expérience chez Canal+, où j'ai bossé pour les 30 ans de Canal+, sur toute la partie à l'époque qui s'appelait En Clair, donc le petit journal, le grand journal, etc. Et en fait, c'était cool, mais à la fin, je me suis rendu compte que c'était du project management, et quand tu finis un projet, tu passes au projet d'après. Et en fait, le projet d'avant, on s'en fout. Et à ce moment-là, tu as eu le début du product management, et je pense que je vais me faire taper dessus par tous les product managers, mais en fait, moi, le product management, je le voyais comme le project management en continu. Genre, tu t'arrêtes jamais, ce qui est encore un peu la vision que j'ai aujourd'hui. Et donc, du coup, je me suis orienté dans le product management. Sauf que j'étais souvent dans des petites boîtes où il n'y avait pas ou peu de designers.
Et donc, du coup, j'étais PM et designer. Et au bout de 3 ans, j'ai fini par me dire, en fait, ce qui me fait kiffer, c'est pas de faire des roadmaps, c'est pas de faire des tickets, c'est pas de... C'est très réducteur ce que je dis, hein, mais c'est vraiment rencontrer des utilisateurs, discuter avec eux, comprendre leurs problèmes, trouver des solutions, faire des maquettes, mais pas que. Et j'en arrive là où j'en suis aujourd'hui, en fait, qui est le product design. Est-ce que cette distinction entre project manager, product manager, product designer, aujourd'hui, c'est une distinction à laquelle tu accordes de l'importance? C'est une bonne question, ça. Je pense que project versus product, mais que ce soit management ou design, ouais. Parce que j'ai encore cette vision de tu fais un projet et après tu passes au suivant. Et moi, j'aime pas ça. Parce que t'as pas forcément trouvé la bonne réponse, t'as pas forcément posé la bonne question au début, t'as pas trouvé forcément le bon problème. Et donc, du coup, ça veut dire qu'en project, tu réponds à un problème que t'as pas forcément fixé, ou alors que t'as dû découvrir à l'arrache, et tu poses une solution que t'as généralement pas le temps de tester ou que tu ne vois pas évoluer dans le temps. Donc, cette distinction-là, oui. Après, la distinction PM designer, je la trouve de plus en plus fine. Mais tu as quand même toujours ce truc où les designers vont designer là où les product managers vont manager. Et en fait, je trouve que la limite sur trouver des problèmes, trouver des solutions, discuter avec les utilisateurs, elle est vraiment très très fine. Et les différentes boîtes dans lesquelles je suis passé, tu vois, le curseur entre qui fait quoi est assez mouvant. Par contre, il y a très peu de product managers qui design et moi, je fais quasiment plus de roadmap. Donc la limite, elle est quand même assez importante à ce niveau-là. Si tu veux, la raison pour laquelle j'ai arrêté vraiment de faire du production management, c'est que j'en avais marre d'essayer d'aligner tout le monde. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais défendre la vision des utilisateurs et je vais plus essayer de me battre sur le reste. Je vais continuer de comprendre pourquoi il faut suivre le business, hein, pourquoi des fois les devs ils peuvent pas faire ce qu'on veut faire, ce qu'on aimerait voir, mais l'objectif, il est maintenant de représenter quelqu'un plutôt que de se dire ok, je suis au milieu de l'arène et maintenant mon but c'est d'aligner tout le monde. Je pense que je suis pas bon à ça. C'est surtout ça. Je pense que je suis pas bon à ça. Est-ce que c'est ça ta définition du design, défendre la vision de l'utilisateur? Quand tu disais les PM ils font pas de design, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot-là, design? C'est là où je me rends compte que j'ai dit une connerie, mais pour moi, design, c'est vraiment orienté maquette. Parce que c'est ce que je fais. C'est mon taf au quotidien. Mais t'as pas que ça. C'est en fait... Ouais, en fait, t'as raison. Parce que... Généralement, les PM, ils vont t'aider, te lancer, essayer de faire un ramp-up pour te dire voilà le début d'une solution qui pourrait être là. Et généralement, ça prend... Dans le milieu dans lequel j'évolue, ça prend vraiment la forme de maquette. Mais ça pourrait être, je sais pas, je bosse pas sur un assistant vocal, donc ça pourrait être des phrases à dire. Je bosse pas pour Vélib, donc je sais pas ce que ça veut dire de retirer un vélo sur. Enfin, je ne design pas le fait de retirer un vélo sur la borne, et je pense que eux non plus. Mais c'est vraiment en fait, dans le design, c'est plus concevoir la solution en fait, quelle que soit la solution. D'ailleurs, une solution, ça pourrait être des mots. Là, on parle plus de content design ou du UX-writing, auquel je suis vraiment nul, mais ça pourrait être la solution. Et ouais, parfois, je sais que j'ai fait des tests où des fois, tout le monde est là, genre, on va refaire toute la maquette, et là, tu fais genre, juste, non, le mot n'est pas compris. Tu changes le mot, ça marche. Je pense que tu as vécu ça aussi chez Blablacar. Mais voilà, en fait, dans design, je mets surtout trouver une solution à un problème. Et je fais pas de distinction entre PM et designer sur le problème ou trouver le problème, parce que je pense que là, pour le coup, les deux doivent être ensemble. Très clair. Où est-ce que tu as eu l'impression de pouvoir le mieux jouer ce rôle-là de designer? Dans ton expérience, où est-ce que ce rôle que tu décris, de trouver la meilleure solution à un problème utilisateur, où est-ce que tu as l'impression, dans quel contexte, est-ce que tu as l'impression d'avoir pu le mieux jouer ce rôle-là? Ou peut-être celui de l'environnement dans lequel tu as eu le plus de plaisir à le faire? Ouais. Du coup, je pense que c'est dans une boîte
dans la boîte Cardiologues, où je me suis plus épanoui à le faire. Donc pour remettre dans le contexte, au moment où on enregistre l'épisode, j'ai dû faire au moins 6 ou 7 boîtes. Parce que je bouge beaucoup. Et Cardiologues est la boîte où je suis resté le plus longtemps. Et du coup, c'est un outil d'intelligence artificielle pour aider au diagnostic d'électrocardiogramme longue durée. Pour faire simple. Et je trouve que c'est l'endroit où je me suis le plus épanoui à le faire et où j'avais vraiment l'impression d'avoir cette valeur parce que j'avais vraiment l'impression que mon rôle était compris. Parce qu'aujourd'hui, le rôle de designer n'est pas forcément compris. Je me souviens d'une des premières boîtes dans lesquelles j'ai bossé où on m'a dit les designers, c'est des crèves la dalle et de toute façon, ils sont juste là pour faire ce qu'on leur demande. Donc, tu vois, je me dis, il y a du chemin qui a été fait depuis, mais c'était vraiment là où, avec les PM, on passait du temps à se dire ok, quel est notre problème ? Comment on va trouver la solution ? À qui on parle ? Comment on leur parle ? Combien de temps ? Alors c'était un SaaS B2B, hein, donc c'était vraiment, on parlait avec des cardiologues ou des personnes habilitées à lire des électrocardiogrammes. Mais c'était vraiment tout ce cheminement-là, et en fait, tout était bien compris entre que fait le PM, que fait le designer, où est la marge entre les deux, où on se marche dessus, mais c'est ok, et comment on avance. Et en fait, le truc, c'est que à la fin, on trouvait des solutions, enfin on trouvait surtout des problèmes, on y apportait des solutions, et donc on avançait, et après on avait des réponses des utilisateurs qui nous disaient « Ah, c'est cool ce que vous avez fait » ou « Ah, ça, c'est cool, mais il manque l'extra step ». Donc t'es là, tu fais « Ok, comment on le passe dans la roadmap, comment on avance ?» C'est un des seuls moments où je prenais plaisir à reparticiper à des réunions de roadmap, tu vois, à dire « Ok, pourquoi vous avez fait ça, comment on fait ?» Donc il y avait vraiment cette émulsion de travail d'équipe. Enfin, je pense que c'est vraiment important d'être dans un duo product designer PM quand tu peux. Parce que je pense que les deux métiers ont un profil légèrement différent et du coup qui se complètent plutôt bien. Légèrement différent et en même temps avec suffisamment d'overlap, j'ai l'impression, Ouais. pour que c'est ça qui peut-être permet que les rôles... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un certain flou parfois dans les rôles qui contribuait au fait que c'était plaisant. Ou au contraire, c'était des rôles très distincts. C'était des rôles très distincts avec justement la limite de porosité qui était claire. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais en fait, est-ce que la question de base, c'est est-ce que c'est le PM ou est-ce que c'est le product designer qui fait la user research ? Bon, bah, il y a des PM qui adorent faire ça, il y a des designers qui détestent faire ça, et puis il y en a les deux, ils adorent faire ça. Et donc, l'idée, c'était de se dire, ok, qui prend le pas sur l'autre ? Enfin, pas le pas sur l'autre, mais qui va s'occuper de cette partie-là, qui va pas s'en occuper. Et en fait, t'avais ce truc de bon, on se marche pas dessus, tu veux le faire, tu le fais, je veux le faire, je le fais, et puis on voit ça. Mais par contre, j'arrivais pas en plein meeting en disant bon, la roadmap, c'est moi qui vais la faire, et les PM n'arrivaient pas en disant genre, la solution elle est pas bonne, donc c'est moi qui vais la designer. Tu vois, il y avait un truc de la roadmap, j'ai un doute, donc voilà mon avis. Les PM venaient, disaient les maquettes, voilà, est-ce que tu as pensé à ça et ça? Donc tu vois, c'était pas, ils n'arrivaient pas en prenant l'ordi et en modifiant la maquette, et moi j'arrivais pas en modifiant la roadmap. Tu vois, il y avait une écoute qui fait que tu arrives à la limite, mais tu vas pas trop loin pour prendre le rôle. Sinon je serais resté PM ou il serait devenu designer. Je me souviens d'avoir écouté un épisode de podcast de Chiara à l'époque où elle travaillait chez Cardiologues. Ouais. Et il y avait plein de choses extrêmement intéressantes. L'un des détails, c'était la quantité de contraintes. C'est un environnement de contraintes fou, en fait, de travailler dans ce domaine-là. Ouais. Et donc, ça m'interpelle le fait que, en tant que designer, quand on demande l'environnement qui t'a le plus plu, spontanément, peut-être qu'en la réflexion, il y aura d'autres épisodes, mais en tout cas, spontanément, tu parles de cet épisode-là. Comment est-ce que tu regardes ton environnement de travail, en particulier le rôle que les contraintes de ton environnement de travail, quelle influence ça a sur ton métier et peut-être l'impact que tu as l'impression d'avoir, la satisfaction que tu tires de ton travail, etc. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai eu la chance de faire une conférence une fois dans ma vie à Flippa. C'était sur le design de contraintes, enfin le design sous contrainte, et justement j'expliquais ça. Et en fait, je pense que chaque entreprise, chaque secteur a ses contraintes. C'est juste que dans le médical, elles sont claires. Elles sont claires parce que je pense qu'en fait, tu vois, on pourrait faire un parallèle avec la banque. Mais du coup, pour parler de ça, elles sont très claires parce que tu peux pas faire ce que tu veux.
tu joues avec la vie des... Enfin, tu as la vie des gens entre les mains. Cardiologue, c'est un dispositif médical, donc tu as des règles qui sont ultra spécifiques. Tu peux pas faire n'importe quoi. Si tu peux pas faire des releases à l'arrache tous les 2 jours. C'était un cycle de 5 semaines, donc c'est très cadré. Après, les PM, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils expliquaient tout ce qui avait été modifié. Il y avait une documentation de malade sur chaque feature de l'app. Et côté design, en fait, ces contraintes, c'était une force. L'une des contraintes principales quand tu fais un dispositif médical, c'est de faire des tests utilisateurs et de t'assurer que ça fonctionne. Je veux dire, quand tu es designer et que tu es dans une boîte où tu luttes pour faire de la recherche et que tu arrives et qu'on te dit, en fait, la législation, c'est que tu dois faire des tests, c'est pas une contrainte, en fait, c'est du pain béni. Donc je pense que les contraintes, elles existent, c'est juste que dans le médical, on le dit, et dans d'autres métiers, on le sait pas. Enfin, je parlais du parallèle avec la banque. La banque, tu dois faire gaffe à une quantité de choses incroyables. Quand j'ai bossé dans le paiement, tu pouvais pas faire ce que tu voulais. Et en fait, les contraintes, elles étaient là aussi. Elles étaient même pires, puisque c'était des contraintes techniques d'un environnement donné. Alors que là, chez Cardiologue, c'était des contraintes où... j'ai plus le mot exact. C'était pas la loi, c'était des... Ça me reviendra peut-être, mais en tout cas, c'est des directives que tu ne peux pas dépasser, mais tu as quand même une marge de manœuvre où tu peux travailler avec des algorithmes et donc améliorer le produit et donc avoir des algos qui fonctionnent hyper bien et donc travailler sur du design qui va se servir de ces algos et la plateforme va se nourrir comme ça. Donc j'ai complètement oublié ta question, mais dans le monde de la contrainte, chez Cardiologues, en tout cas, c'était le kiff absolu parce que c'est ça qui fait le métier en fait. Je veux dire, si t'as pas de contrainte de temps, pas de contrainte d'argent, pas de contrainte, ben en fait tu fais rien puisqu'en fait t'as le temps, tu peux prendre le temps que tu veux donc ça sort jamais. Tu peux dépenser l'argent que tu veux donc ça sort jamais. Tu peux utiliser tous les outils que tu veux donc ça sort. Enfin, tu vois, la finalité est là, la contrainte crée aussi les problèmes auxquels tu dois répondre. Donc, je pense que tu peux pas être designer sans contrainte, sinon ça s'appelle de l'art. Et encore. Tu dois avoir des contraintes artistiques aussi. Je suis pas artiste, donc ça, je peux pas y répondre. Mais tu vois, pour moi, c'est plus de l'art. Sinon on ferait des trucs de toutes les couleurs qui partent dans tous les sens et tout, mais ça serait inutilisable, ça servirait à rien. Quand tu nous racontais d'où tu venais, t'as expliqué à quel point le début de ton parcours, même jeune, il y avait la dimension de l'art plastique qui prenait une forte place. Ouais. Et là, tu nous dis que s'il n'y a pas de contrainte, on ne fait pas de design, on fait de l'art. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu designer et non artiste ? Bah déjà, je pense que artiste, si tu veux en vivre, c'est compliqué. et moi, j'ai des parents qui m'ont toujours dit qu'il fallait que je fasse des études pour gagner ma vie. Ce qui peut bien s'entendre, tu vois. Donc moi, ils m'ont poussé et j'avais des facilités à l'école, comme je le disais, j'avais un an d'avance. Donc en fait, je pouvais me permettre d'en faire le minimum et d'y arriver. Et je pense... C'est marrant que tu me poses la question parce que je me la suis déjà posée. Je pense qu'il y a un truc qui s'est cassé en prépa. En prépa, c'est un peu une machine où c'est moche à dire, mais tu deviens un peu un bonnet, quoi. On te dit, tu deviens une machine à concours et donc tu dois cracher que la personne qui va te corriger attend. Donc ça tue un peu toute cette réflexion artistique. Tu deviens une machine de... Tu fais ça, et puis après en école de commerce, bah tu fais du commerce, quoi. Donc tu fais plus d'art. J'ai été au bureau des arts et je donnais des cours d'art numérique. Ouais, on appelait ça art numérique. Donc c'était principalement du Photoshop pour faire des CV. Hein. Mais c'est là où la bascule aussi s'est un peu faite. Mais du coup, je pense qu'il y a un truc qui s'est cassé là, parce que j'en faisais plus. Donc j'étais plus challengé dessus. Et après, au fur et à mesure, j'ai essayé de me rapprocher des études que j'ai faites et de ce qui me plaisait. Et en fait, aujourd'hui, moi, un de mes gros dadas, c'est de processiser, tu vois. Genre les design systems, j'adore processiser les design systems, j'adore faire de la recherche parce que c'est très processisé. Donc, concrètement, avec le recul, je pense que cette dimension artistique, elle a été cassée à un moment ou un autre sur le chemin. Où je ne l'ai pas assez cultivée. Tu vois, ça serait trop facile de dire c'est la prépa qui a tout cassé, je ne l'ai pas cultivé non plus. Et parce que je pourrais te dire j'étais en prépa, mais j'allais tous les week-ends au musée, ce qui n'est pas le cas. Donc j'ai pas cet œil-là. Ce qui fait que, par exemple,
je suis plutôt une buse en UI. Je suis très genre c'est simple, ça marche, ça fonctionne, genre comme Amazon. Tu vois, Amazon c'est moche mais ça fonctionne. Je suis moins dans un délire ça en jette, c'est hyper joli et tout. J'y arrive pas. J'ai pas cet œil-là. Mais du coup c'est là je pense où la bascule s'est faite. C'est là où je la mettrais. Après c'est facile a posteriori mais je pense que ça se fait dans le temps. Mais d'ailleurs fait marrant les 2-3 premières semaines de ma prépa où je m'étais dit qu'est-ce que je fous là-dedans avant de réaliser que c'était pas mal. J'étais en train de me dire est-ce que je m'inscrirais pas à des écoles d'art. Je l'ai pas fait. Mais tu vois, il y avait encore ce truc-là et après ça a totalement basculé. Tu parlais des sujets de process dans le design, dans la research. Ouais. J'ai l'impression que dans la communauté des designers en ce moment, ce sujet-là, il est central. La part grandissante des design systems, une certaine uniformisation même d'une application à l'autre. Ouais. Côté research, effectivement, beaucoup de questions autour de comment est-ce qu'on fait pour amener de la méthode, s'assurer que des insights qu'on récupère, on va pouvoir les réutiliser pour le projet d'après, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont à fond dans cette direction-là et qu'il y a d'autres personnes qui sont inquiètes des conséquences que ça pourrait avoir en termes de créativité. C'est quoi ton regard là-dessus ? Bah, les deux ont raison en fait, et les deux ont tort. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Non, je pense que d'un côté, le côté processisation, il est normal, ou en tout cas le système veut ça, puisque il faut aller vite, mais il faut qu'on garde des applications, des plateformes, des sites internet qui soient consistants. Et donc en fait, tu es obligé d'un moment ou un autre de processiser, de faire un design system, parce que ce que tu vas designer, il faut que ça ait... Enfin, je veux dire, si tu vas sur Doctolib et que sur une page c'est bleu, sur une page c'est vert, sur une page c'est rouge, et puis tu dois chercher à chaque fois un truc, ça va être le bordel. Tu vas pas rester dessus. Donc tu as une nécessité de processiser. Sur la recherche, c'est un peu pareil, tu essayes d'avoir des retours des utilisateurs et de pas les perdre. Ça, j'en parlerai moins parce qu'en fait, j'ai toujours pas craqué le truc de mon côté et j'arrive pas encore à percevoir la finalité, donc j'en parle pas trop. Et en même temps, est-ce que ça tue la créativité ? Ben oui et non, parce que je veux dire, pour chaque situation, t'es pas obligé d'utiliser le système, tu peux essayer de réadapter, tu peux essayer de voir ce qui marche pas, et ensuite de l'ajouter au système ou de faire fitter le système. Mais après, c'est vrai que, j'en reviens à ce que je disais avant, c'est moi par exemple, je suis pas très bon en UI. Effectivement, si tu mets que des gens comme moi à faire des interfaces, bah ouais, ça va fonctionner, hein, c'est sûr, mais t'auras pas ce petit truc, quoi. Et je reparle encore d'Amazon parce que c'est un exemple, tu vois, Amazon ça marche trop bien, mais c'est pas la joie, quoi. C'est là pour vendre. Alors que tu utilises par exemple une application comme Citymapper. Citymapper, tu mets Citymapper, Google Maps et la RATP les uns à côté des autres. Citymapper, t'as une identité, t'as un truc dedans. Et justement, moi j'essaye de trouver vachement. C'est un peu un de mes dadas de réflexion en ce moment, c'est de se dire comment tu réussis à fusionner la brand et le product design pour que en fait la brand soit dans le produit. J'ai l'impression que ça c'est un truc qui est assez oublié. Genre, tu sais, on dit, oh bah oui, nous on est bleu, donc on met du bleu, puis voilà. Mais t'es là, tu te dis, ouais, mais il y a le ton, il y a les images, il y a la façon de faire. Genre, prends Citymapper, un truc qui me faisait vachement marrer par un temps, c'est quand tu faisais un voyage, si tu scrollais tout en bas de la liste, on te proposait de voyager en catapulte ou en téléportation. Et si tu le faisais à Paris, c'était Macron qui se faisait catapulter. Si c'était à Berlin, c'était Merkel qui se faisait catapulter. Donc, c'était il y a déjà un petit peu de temps, mais je crois qu'ils l'ont enlevé d'ailleurs, cette feature. Mais tu vois, tu avais ça. Ça n'apporte rien en termes de produit, en termes de design, voilà. Mais par contre, ça crée l'image de Citymapper qui est un peu plus détente que Google Maps ou la RATP. Donc, il y a un entre-deux à trouver, je pense, qui est nécessaire pour que une plateforme ne ressemble pas à un hôpital, sauf si tu bosses dans le médical comme moi et que c'est nécessaire, mais
Mais encore, là aussi, tu peux apporter un peu un petit truc, quoi, avec des illustrations, des animations, quoi. Je pense que tu peux pas. Je pense qu'on a trop longtemps séparé les deux et que maintenant il est temps de les joindre. Et c'est pour ça, je pense que tu vois, on a beaucoup parlé de brand design. Ça a vachement monté avec, par exemple, The Design Crew, que j'ai fait pour info, pour bien préciser. Mais tu vois, ils ont vachement démocratisé le truc, mais ça n'existe pas The Brand Crew. Il y a Marie Dehé que j'ai reçue dans le podcast qui est en train de faire, qui est en train de bosser là-dessus, qui est en train de faire une newsletter dessus. Je mettrai le lien dans la description pour les gens que ça intéresse. Mais tu vois, il n'y a pas encore le pont entre les deux. Et je pense qu'on a trop longtemps laissé la brand de côté en se disant ouais, c'est un logo, c'est une couleur. Et le produit, c'est bien parce que ça rapporte de l'argent, c'est les gens qui l'utilisent, alors qu'en fait, il faudrait réussir à fusionner les deux. Tu prenais deux exemples opposés, Amazon et Citymapper. Ouais. Est-ce qu'il y a des marques, des entreprises qui sont des sources d'inspiration pour toi et qui justement, exactement sur cette intersection, arrivent à concilier les deux? Je vais être cliché à fond dans ma réponse, mais Apple, c'est les seuls qui réussissent à faire ça. Enfin, c'est les seuls. C'est des génies. Enfin, je veux dire, la marque est dans le produit, les produits sont dans la marque. On pourra en dire ce qu'on veut depuis que Tim Cook est arrivé et que ça se délite et encore, mais regarde, ils sortent un téléphone avec une énorme, ce qu'ils appellent l'île en plein milieu, ils réussissent à l'intégrer dans le produit, ça fait un boom de ouf, ça marche trop bien, et les mecs t'intègrent ça dans leur communication, et en fait, on va dire le défaut du téléphone devient sa force. Je pense que eux font bien ça. Et en même temps, quand tu me poses cette question-là, moi j'ai surtout beaucoup de contre-exemples qui me viennent en tête de toutes ces marques de luxe qui, à l'époque, étaient, tu vois, avaient des typographies ou des brands très, je vais dire classiques, même si ça veut rien dire, mais tu vois, un peu à l'ancienne, et qui là, du jour au lendemain, se sont toutes mises à faire du flat design, des trucs sans image, enfin sans âme, et où tu les regardes toutes et tu fais, bah c'est les mêmes. Et tu vois, et tu regardes leurs produits, c'est toujours des produits de luxe, avec des produits de qualité, avec un savoir-faire qui est derrière, mais à côté de ça, ils te mettent des codes de start-up dessus. Et tu fais, pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le projet qui est derrière? Et donc ça, c'est vraiment les contre-exemples que j'ai de se dire, tout marchait bien, et d'un coup, ça marche plus. Du coup, on pourrait citer Louis Vuitton, qui, eux, gardent vraiment cette image du LV qui est très classique, avec la main-d'œuvre et tout. Enfin, je vais pas chez Louis Vuitton très souvent, mais tu vois, je trouve que t'as cette image de marque qui marche tout. Je suis en train de réfléchir à autre chose en même temps. Mais t'as vraiment toute cette expérience dans le magasin, la marque, le savoir-faire, et donc du coup, ce à quoi je pensais, c'est Nike. Nike, ça marche tout aussi bien que Apple, tu vois. Regarde, Apple et Nike, en fait, enfin Nike, d'ailleurs, ils ont qu'un logo, ils ont même plus de nom. Tu vois. Bon, Apple, c'est simple, c'est une pomme. Nike, c'est la virgule. Tu rentres dans un magasin Nike, c'est genre... tu sais que t'es dedans, c'est le même partout. T'as une ambiance dedans. T'as les produits qui sont du streetwear au mec qui va taper des records au marathon. Enfin, tu vois, t'as tout ça. Et puis tu vas sur le site, c'est la même chose. Puis ils ont une application de running qui va t'envoyer sur l'application pour acheter des chaussures, qui va t'envoyer en magasin. Enfin, tu vois, le truc est la boucle est bouclée. Et je pense que t'as très peu de boîtes qui font ça, mais ça marche très très bien. Et du coup, je recommande le bouquin sur la création de Nike qui s'appelle Shoe Dog et qui s'appelle la traduction, j'ai plus la traduction, je le mettrai aussi dans la description, qui t'explique en fait toute la création de la marque, du début à la fin, et t'es là, tu fais ok, les mecs ont tout compris. Tu viens de parler du livre de Phil Knight, là, Shoe Dog. Tu as aussi mentionné le fait que tu as suivi une formation de The Design Crew. C'est quoi aujourd'hui encore tes modes d'apprentissage? Elle est facile celle-là, c'est le podcast. Le podcast, c'est la première source d'apprentissage que j'ai. Enfin, je veux dire, là on en est au 50e épisode, tu vois, ça veut dire que j'ai rencontré 50 personnes différentes qui bossent de 50 manières différentes, qui sont pas forcément que des product designers, hein, parce qu'il y a d'autres personnes donc, qui m'apprennent d'autres choses.
C'est ma source principale d'apprentissage. Après, j'essaye de lire des livres. Je suis pas un grand lecteur, mais de plus en plus de livres sur le métier de product designer. Ou je sais pas si à la fin tu vas me poser la question des ressources ou pas, ou si je les donne maintenant, mais ok. Donc j'ai lu Creativity Inc. d'un des fondateurs de Pixar, qui est incroyable. Ed Catmull. Ouais, c'est ça. Qui est un super bouquin pour t'expliquer comment eux ils travaillent dans l'animation. Et en fait, il y a plein de parallèles à faire avec les entreprises, en fait, les entreprises qui vendent pas un produit artistique ou en tout cas un film d'animation. C'est ça. Quelques autres podcasts et pas mal de vidéos YouTube aussi. Je pense que je suis un enfant de YouTube, tu vois, qui a grandi. Il y a des vidéos en particulier ou des chaînes en particulier côté YouTube? Ouais, quand j'avais préparé, j'en ai mis 2. Il y a Léo Duff, qui est un mec qui est très orienté Apple et qui donc du coup va essayer d'expliquer chaque choix d'Apple, les choix stratégiques, les choix de design et tout ça, en les remettant un peu, en faisant se questionner beaucoup. Et puis il y en a un deuxième, c'est Balo, c'est un designer belge, designer, illustrateur, graphiste, qui fait aussi pas mal de trucs, qui fait pas mal de vidéos. Là, une de ses dernières vidéos, c'était il veut créer son propre jeu de cartes, donc il fait un jeu de cartes, il explique comment il le fait, les galères qu'il a rencontrées, etc. Et j'aime bien ce genre d'émission où en fait on se rend compte que en fait on n'est pas le seul à galérer, que c'est compliqué, et puis qu'après il y a quand même toujours du monde derrière soi. Puis après, je citerai Basti Huy, qui est déjà aussi passé dans le podcast, parce que lui, il a fait pas mal démocratise vachement en fait notre métier. Voilà. Mais donc du coup, pour répondre à ta question, le podcast, première source, des bouquins, et après, tout ce qui est d'autres podcasts, des vidéos, des trucs à droite à gauche, des articles Medium, Twitter. Twitter, c'est pas mal aussi. Après, ça va. C'est un peu court, tu vois, pour avoir des infos, mais je crois qu'Elon veut passer à une limite de 1000 caractères par tweet. Alors, tu sais, peut-être que en réécoutant ce podcast, il aura très mal vieilli, et en fait, Twitter, ce sera une méga source d'inspiration. Pour rester une seconde sur le podcast, ouais. Ça a été quoi le déclencheur de ce projet-là? On va dire qu'il y a 2 déclencheurs concomitants. Le premier, c'est du coup quand je commence mon premier boulot de product designer, j'ai un peu une sensation d'illégitimité. Tu vois. Ça faisait 3 mois que j'étais sorti de The Design Crew. Avant, j'étais PM. Il y avait la boîte dans laquelle j'étais, il y avait un designer qui était là depuis 2 ans. Salut Guillaume, si tu nous écoutes. Et j'étais là, genre, est-ce que j'ai vraiment ma place là? Et donc la première chose que je fais, c'est discuter avec des gens. Des designers qui veulent bien me répondre, et un jour, je n'arrive plus à savoir qui m'a dit ça, mais quelqu'un me dit on devrait nous enregistrer parce qu'on nous pose tout le temps les mêmes questions. Et j'étais là genre, mais c'est trop une bonne idée en fait. C'est trop une bonne idée. Il faut qu'on fasse ça. Et l'idée du podcast est arrivée là, et je pense j'ai dû discuter, j'ai dû mettre 2-3 mois à trouver la première personne qui a rejoint, qui a bien voulu dire oui, et puis après une deuxième, puis une troisième, puis après le Covid. Ça a mis un sacré coup d'arrêt. Et puis après le Covid, en fait, ça m'a remotivé à le faire de manière régulière. Parce que j'ai vu comment les algos réagissaient pendant le Covid et tout ça. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas un épisode tous les quand j'ai envie. C'est un épisode tous les mois ou toutes les 2 semaines. Et aujourd'hui, on est parti. Je dis on, mais en fait, c'est moi. C'est un épisode toutes les 2 semaines pour l'instant, sauf pendant les vacances de Noël et les vacances d'été. Et voilà. Qu'est-ce qui fait que ce podcast-là, c'est ta plus grande source d'apprentissage? Parce que je parle avec des gens pendant 2 heures sur leur parcours déjà. Donc ça permet déjà, moi je trouve, j'ai déjà discuté avec des auditeurs et des auditrices qui me disent que c'est pas la partie la plus intéressante du podcast, mais la partie parcours, moi je la trouve hyper intéressante parce que tu te rends compte que personne n'a suivi le parcours classique, ou alors que si tu as des personnes qui ont suivi le parcours classique d'école de design, en fait il y a des déclencheurs avant, il y a des déclencheurs pendant, il y a des déclencheurs après qui font que ces personnes-là ont suivi une trajectoire qui n'était pas forcément celle qui était prévue au départ. Et je trouve que ça...
en tout cas, pour moi, ça me fait sentir, me dire, ok, en fait, on a tous notre place là, on a tous notre façon de faire, et en fait, on s'en fout. Le principal, c'est d'y arriver, quoi. Il y a un peu ce truc moins genre, si t'as pas le diplôme, t'as pas de légitimité. Maintenant, tout le monde l'a. Puis la deuxième partie, c'est du coup la deuxième partie du podcast qui est, je prends le temps de discuter avec des gens pendant une heure de leur taf, des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, comment ils passent dessus, comment ils y réfléchissent, comment ils l'intègrent et tout ça. Et je parle pendant au moins 2 heures de design avec une personne différente toutes les 2 semaines. Donc c'est un peu comme si je te disais, j'ai une liste de mentors sur commande. Sur commande, c'est un peu exagéré, mais j'ai une liste de mentors qui m'expliquent d'où ils viennent, ce qu'ils font, pourquoi ils le font et comment ils le font. Et j'ai le droit de leur poser toutes les questions que je veux. Ou presque. Donc, je veux dire, c'est génial. Et après, ça me permet de rencontrer d'autres personnes qui me mettent en relation avec d'autres personnes. Et en fait, tu vois, la boucle est bouclée. Je n'arrive pas à voir l'image, avoir les mots sur l'image que j'ai, mais en fait, ça s'auto-entretient. Et du coup, je t'en parlais tout à l'heure parce qu'on a mangé ensemble avant d'enregistrer, mais si demain j'ai une question sur l'UX Writing, je vais pouvoir maintenant aller demander à quelqu'un en disant hey, est-ce qu'on peut enregistrer un épisode ? Parce que ton métier m'intéresse, parce que j'ai des questions dessus, et parce qu'il faut que j'avance dans mon taf à côté. Quand j'ai des questions de brand design, tiens, on va parler à des brand designers. Et donc, du coup, moi, ça me permet d'avoir les réponses à mes questions, de les partager avec d'autres personnes et de continuer d'apprendre. Donc, j'essaie de résumer. Donc, une partie de l'apprentissage, ça vient du fait d'être exposé à une variété de personnes qui sont toutes plus ou moins connectées à ton travail. Des fois directement, des fois plus loin, mais c'est pas non plus le hasard complet, quoi. Il y a une fois où c'est arrivé, c'est une agence de communication qui m'a proposé de recevoir Tiffen, qui possède une agence de création produit, mais physique, pour les marques françaises de luxe. Ou c'est pas tout à fait ça, pour les marques du savoir-faire français. Et où en fait, elle m'a expliqué comment elle faisait pour construire, je sais pas, des verres en verre, de construire des plats qui passent au four. Et ça, pour le coup, c'était complètement déconnecté de mon milieu. Mais en fait, en même temps, quand tu parles avec elle et qu'elle t'explique qu'elle a un cycle produit, c'est pour sortir un produit, c'est 2 ans, et qu'il faut parler avec des ingénieurs qui, eux, vont faire les moules, et vont faire ci, vont faire ça, et puis que ça coûte super cher de faire un moule. Donc, t'es là, tu te dis, des fois, j'ai un peu de chance dans mon métier de me dire, si j'ai fait une erreur, j'ai juste à changer un truc sur Figma, alors que eux, ils doivent refaire un moule qui va leur coûter plusieurs milliers d'euros. Donc ça, c'était un peu à part. Mais sinon, effectivement, oui, les autres personnes gravitent plus ou moins autour de... c'est principalement des designers de Paris, qui habitent à Paris. Des designers et des designers, mais après, ça dépend. J'essaie d'élargir, c'est pas facile, mais parfois, j'essaye. Mais du coup, tu aurais pu te contenter d'écouter des podcasts plutôt que de le faire. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un truc supplémentaire que tu expliquais à l'instant, c'est que en fait, ça devient quasiment un prétexte pour creuser tes intérêts, tes obsessions du moment, et donc de poser tes propres questions. Est-ce qu'il y a d'autres aspects au podcast qui font que c'est un projet qui t'amène plus que simplement d'écouter des interviews d'1 à 2 heures de personnes qui gravitent dans ton milieu? Alors déjà, pour remettre un peu dans le contexte, à l'époque, le podcast de Gabriel Zanto, la French Touch, n'était plus actif. Le podcast est plus actif aujourd'hui, mais à l'époque, il sortait des fois un épisode comme ça d'un coup. Et du coup, moi, c'était un peu mon modèle à l'époque. J'apprenais beaucoup via son podcast. Et il n'existait plus. Et je me disais, parfois, il parle trop de product management et moi, je m'en fous. J'ai envie d'écouter des trucs sur le design. Et j'avais pas trop trouvé de podcast qui répondait à ce que je cherchais. J'étais un gros fan du podcast Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, où pendant 2-3 heures il parle avec des gens qui ont monté leur boîte. Et moi j'aimais bien ce format long. C'est un truc qui m'était reproché aussi, d'avoir un format long où tu es obligé d'écouter pendant 3 heures une personne qui parle. Mais moi je trouve que c'est le temps long qui permet de creuser, de discuter. Et donc il y avait de ça. Et j'ai oublié la fin de ta question qui était...
qu'est-ce qui fait que le podcast, c'est une source d'apprentissage pour toi? Parce qu'en gros, il y a le fait d'être exposé à Invite un invité, le fait de pouvoir poser les questions qui t'intéressent, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que le fait d'avoir créé ce podcast-là, c'est une source d'apprentissage qui semble dépasser toutes les autres pour l'instant? C'est une bonne question. Par exemple, est-ce que tu parlais du travail de préparation que tu fais? Ouais. Est-ce que ce travail de préparation qui est nécessaire pour le podcast a d'autres effets bénéfiques au-delà du fait de poser les questions pertinentes? Je pense. Je l'avais pas conscientisé comme ça, mais je pense oui, parce que quand tu... ça va dépendre des invités, hein, bien sûr, mais j'ai des invités qui ont fait plein de conférences. Je pense à Morgan Peng ou Stéphanie Walter, qui font plein de conférences. Et du coup, avant de leur parler, je regarde ces conférences. Donc forcément, ou je lis leurs articles, etc. Donc du coup, oui, je pense que quelque part, ça nourrit la réflexion. Est-ce que c'est conscient? Je pense pas. Parce qu'en fait, en les regardant, ça me fait me poser des questions que je vais poser dans le podcast. Donc en fait, c'est réintégré dedans. Mais je pense, oui. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu me dis, ah, j'ai tel problème. Je vais dire, ah, j'ai lu un article dessus. Attends, laisse-moi me rappeler qui c'était. Mais ça va trouver une réponse à cette problématique. Mais oui, maintenant que tu le dis, oui. Et puis après, moi, quand j'enregistre le podcast, après, je le réécoute. Il y a généralement très peu de montage, mais je le réécoute pour écrire la description pour le référencement web. Et donc, du coup, je me rends compte généralement que j'ai loupé les 3/4 des questions que je voulais poser ou que ça aurait pu durer plus longtemps, mais ça, c'est l'exercice qui veut ça. Mais ça me permet de me dire, ah oui, tiens, j'avais déjà oublié cette réponse, ou ah oui, maintenant que j'y pense et tout, j'aurais dû rebondir là-dessus. Bon, c'est pas grave, je le ferai pour le prochain invité, mais ouais, c'est toute une phase. C'est vrai que je l'avais pas conscientisé, et pour moi, c'est tout le bloc complet du podcast qui permet d'apprendre. Très clair. Le nom du podcast, il a évolué. Est-ce que tu peux expliquer quel était le nom originel, ouais. Et pourquoi il a évolué et pourquoi le nom actuel? Oh là là. Ok. Alors, pour celles et ceux qui débarquent, ou qui ont débarqué, on va dire, il y a 2 ans, avant, le podcast s'appelait Design System. Et en fait, au départ, assez naïvement, j'étais là à me dire, on va parler de comment fonctionne le système du design. C'est un peu bon, mais bien sûr, les gens s'attendaient à ce qu'on parle de design system. Et du coup, on n'en parlait quasiment pas. Il y a eu un ou 2 épisodes sur le design system pendant que le podcast s'appelait comme ça. Mais en fait, je m'étais arrêté là-dessus parce que je m'étais aussi dit, si en fait je passe 10 mois à essayer de trouver un nom plutôt que de parler aux gens, ça n'avancera pas. Et donc je fais le podcast, je parle avec des gens, et en fait, à la fin, je me rends compte qu'on parle de leur parcours. Et donc, Design Journeys. Ça a failli s'appeler 3615 Design, mais tout le monde m'a dit arrête, c'est vraiment de la merde. Et j'étais là, genre, bon, c'est pas grave. On aurait pu rigoler, mais c'est pas grave. Et donc, ça s'appelle Design Journeys, puisqu'en fait, on parle du parcours des gens. Et après, il y a eu une deuxième émission qui s'appelle Case Study, parce qu'on parle d'études de cas. Et en fait, maintenant, c'est plutôt simple, quoi, ça passe. Le titre est plutôt clair. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai changé, parce que tout le monde s'attendait à ce qu'on parle de design system. Et moi, au départ, j'étais là, genre, c'est bon, les gens, ils vont comprendre. En fait, non. Et ça a été une erreur de ma part, qui a changé depuis. Et puis, mais je pense que si j'avais pas fait ça, si je m'étais pas planté, j'aurais jamais fait le podcast. Enfin, je me serais jamais lancé. J'aurais attendu le bon moment. Et c'est comme le branding de l'émission. Enfin, c'est une vieille illu avec un pin et un pinceau dedans. C'est naze. C'est moi qui l'ai faite. Je suis pas brand designer. J'en ai bien conscience. Un jour, ça évoluera. C'est prévu un jour, mais en même temps, c'est de l'audio, quoi. Je pense que les gens s'en foutent du logo. Il est orange. Je sais que ça se repère plus facilement que tous les autres logos qui ont une couleur différente. Enfin, plutôt bleu. C'est un peu le mood sur les podcasts bleu, blanc et tout ça. Voilà, ça évoluera un jour, mais pour l'instant... L'orange est une très bonne couleur. Merci beaucoup. J'aime beaucoup l'orange, donc c'est pour ça. Si tu pouvais inviter la personne de ton choix en étant certain qu'elle accepterait, qui est-ce que tu aimerais... est-ce qu'il y a des noms de personnes que tu aimerais inviter?
J'aimerais bien avoir un Johnny Ive d'Apple, parce que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup et franchement, je pense qu'il y a des choses à savoir et à apprendre de lui. Mais vraiment, tu vois, dans une vraie conversation où il n'y a pas de bullshit, quoi, parce que c'est un peu comme ça qui fonctionne et que fonctionne Apple. Donc c'est vraiment ça. Même si les choix design qu'il a fait sont pas ceux qui me plaisent forcément sur tous les produits qu'il a fait, mais je pense que ça serait intéressant. Et après, tu me prends un peu de cours sur cette question. Je pense qu'il y a plein de gens. En vrai, il y a tellement de sujets. J'aimerais bien comprendre comment les gens ils fabriquent des trains pour l'aérodynamisme et comment les mecs qui travaillent sur l'intérieur des trains font pour que ça soit aussi désagréable à utiliser. Pareil pour les métros. Comment ça se fait que les métros de la RATP soient tout le temps blindés alors que là j'étais à New York et ils ont une disposition complètement différente et tu peux mettre 1000 fois plus de personnes dedans. Bon, j'exagère peut-être sur le nombre, mais la disposition, tu rentres dedans et tu te dis pourquoi on n'a pas ça nous? Et en fait, c'est plein de questions comme ça. Donc, j'ai pas les noms des gens qui travaillent dessus, mais tu vois, j'ai plein de sujets en fait. Ça serait plus des personnes qui travaillent sur des objets physiques pour un peu comprendre, parce que j'ai l'impression que le product design, bah, je vis dedans au quotidien. Et moi, j'aimerais bien plus comprendre un peu aujourd'hui comment on fait, parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que si tu fais un objet physique, bah, si ça atteint une certaine vitesse, j'imagine que tu as des frottements, et donc si tu as des frottements, tu peux pas utiliser tel ou tel métal, donc ça fait tel... Enfin bon, là, je sais pas du tout, mais... Ou des gens qui travaillent dans le service design. J'aimerais bien savoir les designers de Vélib, pour comprendre comment ça se fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout part... Cette borne pour ranger le vélo, elle est magique, mais en fait, on n'arrive jamais à décrocher son vélo, on comprend jamais l'erreur, ils sont tout le temps cassés. Quel est le truc derrière? Qui a pensé le service? Et voilà, j'ai donné un nom et beaucoup d'idées, mais c'est des trucs qui me trottent dans la tête depuis... Enfin, des secteurs qui me trottent dans la tête depuis un petit moment. Pour revenir un peu sur ton parcours, oui. Tu disais que tu as changé régulièrement de boîte dans lesquelles tu travaillais. Ouais. Il y en a une que tu as citée qui était Gardiologues. Est-ce qu'il y en a une autre où tu as l'impression que c'était une expérience enrichissante pour toi? En fait, elles l'ont toutes été. Enfin, tu vois. Enfin, du coup, en dehors de Cardiologues, toutes les boîtes dans lesquelles j'ai été, j'ai été normalement 1 an, plus ou moins 1 an. Elles m'ont toutes apporté quelque chose. C'est juste que faut les remettre dans son contexte. La première boîte, Guest to Guest, qui faisait de l'échange de maisons, c'était la première année où j'étais PM. On venait de racheter nos concurrents au Make Change. On savait pas trop comment la boîte allait évoluer. Moi, je n'arrivais pas trop à trouver ma place ou à comprendre pourquoi ça délivrait pas assez vite. C'est parce que moi, j'ai été biberonné au fait. Il faut que ça sorte vite, faut aller vite et tout. Et les devs, ils sortent ça. Bon, j'en suis revenu, tu vois, mais ça m'a appris ça. Et au bout d'1 an, j'étais là, genre, bon, ben, c'est cool, mais en plus, on était une entreprise libérée. Donc ça veut dire que normalement il n'y a pas de management, donc ça veut dire que tout le monde peut donner son avis sur les décisions que tu prends, et donc ça prenait un temps fou. Tu vois, là, le premier truc que ça m'a appris, c'est en fait, peut-être que c'est pas le métier que je veux faire, peut-être que c'est pas l'environnement de boîte dans lequel je veux bosser. La deuxième boîte dans laquelle j'ai été, IP, qui est un concurrent de Stripe, pareil, j'étais PM, mais j'étais PM data. On m'a fait confiance là-dessus, je devais manager des data analystes, donc un métier que je ne connais absolument pas. Et du coup, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris plein de choses sur la méthode en entonnoir. Mon boss m'avait appris ça pour de la data, c'est-à-dire tu pars du plus général et tu arrives au plus précis. Cette méthode-là, elle me nourrit tous les jours pour la user research. Moi, dès que quelqu'un arrive et me dit « Moi, je veux savoir ça et je vais poser cette question », je suis là genre « Alors, méthode entonnoir, ça, t'es au fond. Maintenant, on va remonter tout en haut et on va poser la question générale qui va te permettre de débiaiser du mieux qu'on peut dès le début et on va y aller au fur et à mesure. » Et ça m'a également appris que j'avais pas envie de bosser dans ce secteur d'activité. Tu vois, quand tu bosses dans le paiement, tu gagnes de l'argent à chaque fois que quelqu'un dépense, enfin utilise une carte bleue. Tu gagnes un pourcentage et un frais fixe. Forcément, nous, Black Friday, tu mets un énorme écran et tu vois combien tu gagnes. Et forcément, plus les gens y dépensent, plus tu gagnes d'argent. Et moi, j'ai découvert à ce moment-là que j'étais pas aligné avec ça. Que
acheter pour acheter, c'était plus mon modèle. Enfin, ou en tout cas, pas ma façon de voir les choses. Et puis après, voilà, au fur et à mesure, j'ai appris. Enfin, tu vois, on pourrait passer des heures sur ce que j'ai appris dans chacun des tafs que j'ai fait. Mais tous m'ont appris quelque chose. J'en retiens quelque chose, pas forcément de manière consciente, mais ça m'a permis de me construire au fur et à mesure. Des fois, on fait des choix, effectivement, de manière inconsciente. Ouais. Et c'est que rétrospectivement qu'on s'en rend compte. Quand tu regardes ton parcours professionnel, est-ce que tu vois quelque chose qui se dessine? Est-ce que peut-être tu n'as pas eu l'impression de dessiner, mais en réalité, les choix que tu as fait, la somme des choix que tu as fait, ça crée un tout. Si tu veux, la première partie de mon parcours où j'étais PM m'a amené au fait de me dire que c'était pas le métier que je voulais faire. IP m'a permis d'amener sur le fait que je voulais faire un métier qui avait plus de sens pour moi. Et puis au fur et à mesure, je sais pas, après j'ai fait une boîte où on m'a viré au bout de 3 mois parce qu'en fait ils avaient plus d'argent pour me payer. Ça m'a appris à faire attention, à se dire parfois c'est sexy mais en fait peut-être un peu trop. Après j'ai fait Captain Contrat, donc de la simplification de démarches administratives pour quand tu veux créer ta boîte par exemple, plutôt que d'avoir tous les papiers de l'État à te taper, t'as quelqu'un tu remplis un questionnaire assez simple, on le fait pour toi. Là on m'a fait confiance, tu vois, donc là ça m'a permis de me rendre compte que je voulais faire du product design. Ça m'a clairement amené sur la voie de me dire ah ouais, je veux faire ça, c'est vraiment le truc qui me fait vibrer. Mais après c'était pendant le Covid, donc je me suis dit c'est peut-être pas dans ce secteur-là, c'est peut-être pas dans ce contexte-là. Et j'étais approché par cardiologues, et là, ça a été le boom, tu vois. Genre, en fait, j'ai envie de bosser dans le médical, c'est trop bien. Il y a plein de contraintes, comme tu le disais tout à l'heure, mais tu sauves des vies, t'aides des gens, t'es sur des vrais... T'as un vrai sens derrière. Enfin, si demain, tu peux plus payer par carte bleue sur un site internet, c'est pas grave, tu trouveras un autre moyen de payer. Ou alors, t'avais peut-être pas besoin du truc que t'allais acheter, tant mieux pour toi. Alors que demain, tu as un problème cardiaque, faut peut-être trouver une solution, ou en tout cas comprendre d'où ça vient. Et là, ça a du sens et ça commence à... Donc tu vois, c'est un peu cliché ce que je dis, mais te lever tous les matins et te dire, ok, on va sauver des vies, on va aider des gens, ou en tout cas, on va apporter une pierre à l'édifice, c'est plus sympa que de te dire, ok, aujourd'hui, combien les gens ils vont cracher grâce à nous, et du coup, combien on va gagner. Là encore une fois, je grossis les traits, mais dans l'idée, c'est un peu ce que j'ai fini par m'en faire comme image. Et du coup, qu'est-ce qui explique ton départ de cardiologue? Puisqu'a priori, d'un point de vue rôle, ça cochait la case. Ouais. D'un point de vue sens, ça semblait fort. Qu'est-ce qui explique ton départ? Il y a 2 raisons. La première, c'est que la boîte a été rachetée par Philips. Et moi, dans mon parcours, je suis beaucoup dans des petites boîtes. Enfin, dans des petites boîtes, dans des startups en tout cas. Et la perspective de rentrer dans un gros groupe et l'idée que ça pouvait être aspiré dans Philips plutôt que de rester indépendant me faisait pas du tout envie. Franchement, j'ai pas envie d'être dans une boîte où tu dois attendre 1000 ans pour prendre des décisions. Et la deuxième, c'est plus conjoncturel, c'est que ma boss est partie de cardiologues et je souhaitais prendre sa place. Sauf qu'on ne souhaitait pas me faire monter. Et donc, du coup, il y a un moment, je me suis dit, OK, au bout de 2 ans, j'ai atteint un palier. J'aimerais bien monter à l'étape d'après, mais je ne sais pas trop comment y aller. Et je ne sais pas trop comment on peut me guider. C'est la voie que je vois. Et puis, on m'a dit non. Ce que je peux entendre. Mais j'ai dit, OK, dans ces cas-là, moi, je vais aller ailleurs parce que j'estime que comme on a été racheté, mais que le but, c'est pas non plus de faire grossir l'équipe cardiologue trop. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive au-dessus de moi, je resterai là où je suis et en fait j'ai des envies de plus. Tu vois, le podcast m'a aidé vachement aussi dans ma réflexion personnelle. Chez IP, comme je disais, j'étais manager de data analyst. Ça m'a un peu vacciné du management. Et puis au fur et à mesure, avec le podcast, en parlant avec des managers, je me suis dit, mais en fait, manager, ça veut pas forcément dire déjà avec des gens qui n'exercent pas le même métier que toi. Et ça peut être une sorte de mentoring, d'aide, de faire monter les gens. On revient encore sur à quoi sert ce podcast. Tu vois, aider les gens, mentorer, apprendre. Parce que depuis tout à l'heure, on se dit le podcast, c'est moi, j'apprends et tout, mais en fait, je pourrais ne pas le partager. Mais le but, c'est de se dire,
Si j'apprends des choses, autant que tout le monde l'apprenne. Et donc pour revenir à Cardiologues, au final, je me suis dit, ok, je vais partir et je vais chercher autre chose parce que je sens le plafond de verre arriver à vitesse grand V et on peut le dire, je suis assez impatient aussi parfois. Et donc du coup, le fait de me dire, ok, le plafond arrive, mais personne ne veut m'aider à redescendre ou m'aider à le contourner, fait que je vais faire autre chose. Je vais prendre une autre voie. Et du coup, tu décides de partir de Cardiologues. Comment est-ce que tu réfléchis à la suite, à ce moment-là? À ce moment-là, je me dis, je veux rester dans le médical ou alors travailler dans le social, la green tech, enfin bref, les gros sujets du moment qui sont orientés sociétal, sujets sociétaux. Ouais. Et je me dis également, est-ce que je cherche tout de suite un poste de lead? Ce qui n'était pas forcément ce que je voulais, parce que je me dis, j'ai peut-être pas les épaules pour le faire. Tu vois, chez Cardiologue, je me disais, je connais le produit depuis 2 ans, donc la montée peut être progressive, parce que en tout cas, j'arrive pas sur un nouveau poste dans une nouvelle boîte. Je suis dans une boîte que je connais et je peux monter tranquillement sur le poste. Donc là, je me dis, ok, je ne vais pas chercher un taf de lead tout de suite, j'ai pas fait mes armes. Donc l'idée, c'est plus de se dire, je vais essayer de trouver une boîte dans les secteurs qui m'intéressent, plutôt en tant que premier designer ou alors en tant que senior avec un deuxième designer. Je vais pas dire pour avoir ce lien de hiérarchie, pas du tout, mais pour se dire, on est 2, il y a quelqu'un qui est là pour m'aider à monter sur le produit, et en même temps, je peux aider cette personne à monter sur des sujets comme le design system ou autre. Et du coup, tu as choisi de rejoindre qui? Du coup, pour être totalement transparent, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Kiro, qui est une société qui aide à comprendre les analyses sanguines, les analyses biologiques, parce que je ne sais pas si toi, tu as déjà fait une prise de sang, mais c'est invitable de savoir est-ce que c'est grave d'avoir dépassé un tout petit peu le seuil, est-ce que je suis bien dedans, etc. J'ai rejoint cette entreprise et du coup, en tant que deuxième designer, puisqu'il y avait déjà une designer qui était là, et je suis resté que 3 mois, en totale transparence, puisque ça correspondait pas totalement à ce que je recherchais, mais pendant ces 3 mois, j'ai mis en place le design system, gros dada habituel, et puis j'ai un peu aidé cette product designer à monter un peu en compétence sur ces sujets-là. Mais au bout de 3 mois, j'ai décidé de partir, et puis j'ai rejoint là tout récemment une boîte qui s'appelle Malo, qui est une application médicale qui en fait aide à suivre les jeunes enfants et les parents après la naissance de l'enfant, pour savoir si tout se passe bien pour l'enfant, si les parents ils ont des questions, ils répondent à des questionnaires pour s'assurer que tout se passe bien, et également pour les parents pour s'assurer que il n'y a pas de problème, est-ce qu'ils dorment toujours bien, et sinon comment on peut les aider, est-ce qu'ils se nourrissent bien, est-ce que leur vie de couple se passe toujours bien, etc. Donc c'est vraiment les accompagner après la naissance pour s'assurer que ils sont toujours en bonne santé, et si c'est pas le cas, les aider à l'être. Le fil conducteur de ces 3 dernières expériences, c'est définitivement le domaine médical. Ouais. Est-ce que, mais malgré tout, avec un point de focal assez différent. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge en termes de points communs de travailler en tant que designer dans cet environnement-là? Je trouve que c'est un environnement, on va y revenir, ultra complexe et ultra contraignant en fait. C'est-à-dire que tu peux pas faire ce que tu veux. Et en même temps, c'est quelque chose où j'ai l'impression que tu apportes de la valeur aux gens. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Parce que comme je te l'ai dit, j'aurais pu partir dans de la green tech ou de la social tech. Ça m'aurait fait kiffer tout autant. C'est juste que j'ai pas trouvé quelque chose qui marchait. Mais là, c'est quand même de te dire, il y a des gens, ils ont des problèmes de santé. Ou en tout cas, ils peuvent en avoir ou ils vont en avoir. Et on va les aider à les détecter, à les accompagner, à les rassurer. Et ça, c'est hyper important pour moi de se dire que tu peux aider ces gens-là. J'ai été... je pense qu'on a tous eu un moment ou un autre affaire à la médecine, à te dire, j'ai un truc, mais je sais pas ce que c'est. Personne m'aide, personne te répond. T'essayes de trouver un médecin, ça marche pas. Et du coup, je me dis... modestement, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice comme je peux, là où je peux. Et en fait, c'est ça
que j'essaye de faire maintenant, c'est de se dire, ok, bon, ça, il y a un problème, je suis pas papa, j'ai pas d'enfant, mais je vois bien qu'il y a des jeunes parents qui ont des problèmes, qui se posent des questions, qui sont pas rassurés. À l'époque de mes parents, ils vivaient à côté de chez mes grands-parents, et donc du coup, ils avaient juste à aller voir ma grand-mère. Désolé, c'est un peu cliché, mais ma mère allait voir ma grand-mère, parce que ça marchait comme ça à l'époque. Elle lui posait des questions et elle avait une réponse. Aujourd'hui, les familles sont éclatées à gauche, à droite. Tu peux plus faire ça. Donc du coup, tu as besoin d'aider les gens comme tu peux. Et du coup, je me dis que ça peut aider les gens comme ça. J'espère. On va terminer cette interview avec plus de vitesse dans l'échange. Ok. Donc, je vais te poser des questions. Il faut que tu essaies de me répondre de la manière la plus spontanée. Okay. Et en fait, on va... T'en as marre de mes phrases Non, pas du tout, pas du tout. C'est juste, tu vas voir, les questions ne nécessitent pas forcément des réponses longues. Tu peux faire des réponses longues si tu veux. Ok. Mais en tout cas, essaie de répondre spontanément la première réponse qui te vient. Ok. Et en fait, cette série de questions, ça va être une manière de célébrer ce podcast-là et les épisodes passés. Super. Ok. Donc en fait, je vais te poser à chaque fois, je vais te demander de me citer le premier épisode qui te vient en tête par rapport à une caractéristique. Oh là là. Donc, faut pas que je fasse d'erreur. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ok. Alors, quel a été l'épisode le plus long ? Celui de Léa Mendes. Il fait 3 heures, je crois. On a été obligé de le découper en 2. Quel a été l'épisode où tu as l'impression que toi ou ton invité, vous avez le plus rigolé ? Celui avec Théo Kopf. Mais c'est assez biaisé puisqu'en fait Théo, on se connaît depuis la prépa. Et donc du coup, dès l'intro, on a commencé à se marrer. Quel épisode a été le plus dur à monter ? C'est celui avec Camille Promera, parce qu'on l'a fait à distance et j'avais mal calibré mon micro. Et donc en fait, ça sursaturait et j'ai dû réenregistrer tout. Donc j'ai dû tout écouter avec un son sursaturé, tout retaper, puis tout relire. Donc en fait, sachez que quand vous écoutez l'épisode avec Camille, les questions que je lui pose ont été entièrement réenregistrées. Très bien. Quel épisode a été le plus surprenant pour toi ? C'est celui de Margot Renaudot. Au départ, on devait faire l'épisode il y a genre 2 ans pour parler de brand design. Et en fait, à la fin, j'ai découvert qu'elle était brand designer, product designer, illustratrice, tatoueuse. Bref, elle était incroyable. Et du coup, j'ai vraiment pris du plaisir à découvrir son parcours. Tu vois, j'avais tout préparé. Et en fait, au bout de 20 minutes, j'ai compris que ma trame, elle était morte. Et qu'il fallait que ça parte, qu'on avise complètement et qu'on improvise sur la trame du podcast. Mais c'était vraiment cool. Quel épisode a été le plus utile pour toi ? Ouh, ça par contre, c'est dur. Premier qui te vient. Le premier truc qui me vient, c'est tous. Tu vois, c'est la réponse magique. Mais en fait, c'est dur de te donner une réponse parce que, comme je te le disais, quand j'ai besoin de parler avec quelqu'un d'un sujet en particulier, je vais avoir la réponse à mes questions. Mais comme ça avance au fur et à mesure et que des fois je découvre des choses, je trouve que ça serait assez injuste par rapport à tous mes invités d'en choisir un. Okay. Parce que je trouve vraiment que j'apprends des choses à chaque fois. Est-ce qu'il y a un épisode où, en découvrant le parcours de la personne, tu as été particulièrement touché par cette personne-là ? Touché dans quel sens ? Parfois, même si le podcast il a une vocation très professionnelle, mais ouais, quand on découvre des parcours de vie, il peut y avoir des épisodes, des choix, des émotions qui émergent. Je crois pas, j'ai pas de cœur. Non, je rigole. J'ai pas de... Non, j'ai pas ce... Non. Ok. Est-ce qu'il y a un épisode qui a généré beaucoup de réactions ? Plus que la moyenne ? Ouais, le tien. Le tien avec Tristan.
D'accord. Mais parce que je pense que du coup vous êtes passé dans pas mal de podcasts pour mettre en avant votre bouquin. J'étais un des premiers à le sortir. Et je pense qu'il y a une communauté qui n'était pas la mienne. C'est plus des PM qui sont venus. Et du coup, ça a amené pas mal de monde. D'ailleurs, vous êtes le plus écouté de l'année. Et après, c'est celui de Léa. Celui de Léa aussi qui a amené pas mal de monde parce que Léa étant extrêmement connue, et je pense qu'elle s'était pas trop exprimée sur son passage chez Payfit, ça a pas mal généré aussi d'attrait. Okay. Mais il y a beaucoup d'épisodes en fait qui marchent plutôt bien, mais les 2 votes, c'est genre les skyrockets de l'année. C'est quoi ton épisode préféré? Ton coup de cœur? Ils sont tous bien. C'est quoi ton coup de cœur, au fond? En vrai, il y en a 2. Il y a celui de Margot, pour les raisons que j'ai expliquées. Franchement, j'ai trop kiffé découvrir son parcours. Et il y a celui d'Aymeric Joubert, qui était à l'époque chez Frischti, où je sais pas, il y avait une vibe qui était cool, et puis c'était quelqu'un qui sortait d'agence, et puis qui expliquait ce qui s'était passé, et je sais pas, je trouve que c'était cool. C'est peut-être que c'était l'été, tu vois, j'étais dans un bon mood aussi, mais c'est un peu moche pour les 47 autres épisodes, mais franchement, j'ai bien aimé enregistrer avec eux, mais j'aime bien enregistrer avec tout le monde, tu vois, c'est cool de découvrir des parcours, mais c'est vrai que s'il y avait 2 à choisir, c'est ceux-là, mais du coup, je vais me faire taper dessus par 49 autres personnes. Merci. Non, mais ça donne pour moi, l'objectif de la liste, là, c'est plus ça donne des points d'entrée potentiellement pour les personnes qui ont découvert peut-être le podcast récemment, et ça permet d'en découvrir d'autres. Ouais. Une dernière question pour toi. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde, qu'on n'a pas du tout abordé? Pourquoi je ne l'ai pas préparé alors que je savais qu'elle allait arriver? Non, tu vois, je vais dire un truc bête, mais chaque fois que j'enregistre un épisode, mon invité me dit j'espère que j'ai été bon, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries, j'espère que ça va interroger les gens. Ça va intéresser les gens. Je suis en train de me poser exactement la même question et je comprends pourquoi en fait il se pose ça. Genre, en fait, qui a envie d'écouter pendant 1h14 parce que c'est le temps qu'on a là, qui a envie d'écouter pendant 1h, 2h, 3h une personne raconter sa vie, quoi? En quoi c'est intéressant? Et je sais pas si t'as appris des choses ou si ça t'a intéressé. Mais tu vois, en fait, je pense que c'est le truc le plus dur. Et je comprends maintenant que les gens qui viennent dans le podcast aient un max de questions sur elles-mêmes à la fin. Les gens, ils. Bon, bref, voilà. Je pense que, ouais, c'est pas un sujet en tant que tel, mais je trouve que j'essaye de faire passer le message, de se dire que les invités qui viennent dans le podcast sont pas forcément sereins à l'idée de participer. Surtout, comme je le disais, je leur envoie pas les questions à l'avance. Je leur dis vaguement de quoi on va parler. Donc, c'est assez déstabilisant. Moi, j'ai l'habitude de parler derrière un micro maintenant, mais je te cache pas, quand je vais réécouter l'épisode, je pense que je vais un peu galérer. C'est compliqué de réécouter sa voix, surtout quand là, c'est moi qui vais principalement parler. Donc voilà, c'est juste que les gens qui viennent dans le podcast sont... Enfin, n'hésitez pas à aller leur dire que si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Et j'en profite pour faire passer un petit message pour moi, c'est que je sais que généralement, c'est mes invités qui reçoivent les messages de félicitations ou du fait qu'ils aient appris quelque chose. Si vous voulez aussi m'envoyer des messages pour me le dire, n'hésitez pas, ça me motive à continuer. Mais voilà, j'ai pas de vrai sujet, mais en fait je pense que c'est assez intéressant d'expliquer comment le podcast fonctionne aussi et surtout comment les gens le vivent. Je te partage une dernière impression en ayant réfléchi à tout ce que tu nous as raconté. Moi je vois un paradoxe que j'aimerais t'envoyer pour finir, c'est tu as un appétit réel pour les enjeux de process, ouais, et tu as beaucoup travaillé dans des petites structures. Ouais. Or, j'ai l'impression que l'endroit où quelqu'un qui a un appétit pour les process aurait le plus d'impact, c'est dans des grandes structures. Comment est-ce que tu regardes ce paradoxe-là? Je pense, tu vois, paradoxalement, que les petites boîtes ont besoin de process, mais qu'elles s'en rendent pas compte. On va reprendre encore le coup du design system, mais en fait, je veux dire, le design system, moi, ça me semble être du bon sens, en fait, de le mettre en place dès le début. Enfin, je veux dire, quand tu joues au Lego, tu t'attends pas à ce que les Lego, ils aient tous une forme différente.
Ça te semble pas normal si tu joues avec des méga blocs et des Lego et que tu les empiles et que tu te dises bah ça tient debout. Donc tu vois, je pense que tu vois, à l'inverse, les grosses boîtes, j'ai l'impression que c'est du process à l'extrême. C'est du process pour mettre du process pour mettre du process. Et je pense que, encore une fois, il faut juste trouver la juste limite, mais je pense qu'une petite boîte qui doit aller vite, si tu lui fais comprendre que les 2, 3, 4 process que tu mets en place au début, ça te permet juste d'aller à fond, mais que ça bloque pas tout non plus. Enfin, je veux dire, si demain je mets en place un design system et qu'au bout de 6 mois on me dit ok, en fait on se rend compte que l'image ça va pas du tout, on est en train de refaire la brand et tout, faut tout péter, très bien, mais je pense que ça t'évite quand même de faire quelques erreurs. Et dans les grosses boîtes il y a trop de process, du coup tu vois, ça par contre j'aime bien le process, j'aime bien mettre un peu des process, mais pas trop non plus, quoi, parce que après si t'es obligé de demander à machin qui doit demander à bidule qui doit demander à truc pour savoir si tu as le droit de modifier ça, pour développer ça, et puis ensuite ça repart dans une autre boucle parce que tu passes dans une autre équipe. Mon Dieu, à l'aide. Non, c'est pour ça que j'ai jamais fait de grosse boîte. C'est vraiment le truc qui me... Enfin, en intro, je disais, j'ai bossé chez Canal, quand tu devais faire valider un truc et que ça passait par 2, 3, 4 étapes, et que tu étais là genre, mais pourquoi je vais pas voir la personne et dans le bureau à côté? Ah oui, mais il faut envoyer des mails avec bidule, les trucs et machin en copie. Oh là là, quel enfer. Donc voilà, oui, j'entends le paradoxe, mais je trouve que c'est bien aussi d'arriver dans des petites structures et où tu arrives et tu dis, ok, est-ce qu'on peut pas se structurer un peu? Les petites entreprises sont plus perméables, je pense, à l'idée de se structurer parce qu'elles en demandent. Enfin, sinon, elles recruteraient pas un senior. Elles garderaient, je sais pas, un stagiaire ou un junior. Et je pense que c'est pour aller à l'étape d'après. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Merci d'avoir le jeu. Surtout, merci à toi d'avoir pris le temps. Et puis, merci à tous les auditeurs et les auditrices qui écoutent le podcast depuis maintenant 3 ans. J'arrive pas trop à me rendre compte parce que je vois pas les gens. Je vois juste des chiffres sur un écran du nombre d'écoutes que j'ai. C'est pas trop un truc qui m'intéresse, mais en même temps, c'est toujours un ego boost. Mais voilà. J'ai rarement la com dessus, mais il y a une page LinkedIn du podcast qui sera dans la description si vous voulez suivre un peu l'actu du podcast. Sur Twitter, je suis dessus aussi et je poste régulièrement sur mon Twitter perso tous les épisodes et les invités que je vais avoir. Comme ça, vous pouvez envoyer des questions à l'avance. Comme ça, moi, ça m'aide à pas bosser. Mais surtout, ça m'aide à poser les questions que vous pouvez vous poser. Et puis voilà, merci à tous. Merci Rémi pour ton temps et pour tes questions. J'espère que ça sera intéressant. Et puis voilà, merci à tous et à toutes. Et joyeux anniversaire à Design Journeys. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.